Mon plaisir est grand, cher public, parce que la médiathèque a l'insigne honneur et beaucoup de joie à recevoir avec vous Monsieur Roland Buty, lauréat du prix Lettres Frontières 2020 pour le Grand National, ouvrage publié en 2019 aux éditions Zoé. Ainsi, permettez-moi, Roland Buty, de vous remercier d'avoir accepté de venir aujourd'hui à notre rencontre. Né à Lausanne en 1964, vous entreprenez des études de lettres et d'histoire que vous achevez en 1996 par la rédaction d'une thèse, Le refus de la modernité, la Ligue vaudoise, une extrême droite et la Suisse. Aujourd'hui, Roland Buty, vous partagez votre temps entre écriture et enseignement. Vous êtes l'auteur de 2 recueils de nouvelles, Les âmes lestées, paru en 1990, et L'amour émietté, édité en 2011. De 4 romans, un nuage sur l'œil, Luce et Célie, Le milieu de l'horizon, traduit en plusieurs langues et adapté au cinéma, enfin, Le Grand National. Une œuvre qui sonne comme l'évocation poétique d'une mosaïque humaine, des textes qui se nourrissent de personnages denses, tour à tour conduits par leur destin à être au-dessus, non pas des autres, mais de soi-même, jusqu'à transcender l'épaisseur de leurs conditions humaines. Et c'est la compassion de l'être pour la vie dans ce qu'elle a de beau et aussi de douloureux qui s'esquisse ainsi, compassion qui souffle à votre personnage Agone cet aveu. L'existence n'est peut-être faite que de parenthèses ouvertes puis fermées avec un peu d'espace inexplicable entre elles. Il faut être emporté malgré soi, ne pas laisser les choses s'agglomérer en paquets pour ne pas être cabossé et alourdi. Il faut être pareil à un grain de sable rond et lisse qui file au fond de la mare en ligne droite. 1990, vous publiez aux éditions Zoé un premier ouvrage, un recueil de nouvelles, Les âmes lestées. En préface de cet ouvrage, vous écrivez « Les histoires que je raconte illustrent les impressions de ce soir-là. Il y a la fable de la neutralité, il y a beaucoup de corruption de l'esprit par la matière et la désillusion, il y a le refus de l'autre toujours. Tout cela pour dire enfin qu'il n'y a pas de peuple inanimé et sans histoire. Au centre même de l'apparente tranquillité et du bien-être matériel, fermentent des forces destructrices qui ne peuvent éveiller que la compassion mélancolique. L'auteur le sait bien, lui qui jusqu'ici a eu une vie assez facile, mais qui ne passe pas un jour sans se croire condamné. Roland Buty, en quelques mots, qui êtes-vous ? Là, ce que vous venez de lire, j'avais 20 ans quand j'ai écrit ça. Et puis le contexte, c'était en 90, en 90, l'anniversaire de la Confédération, d'où un petit peu peut-être cette référence à la Suisse. Voilà. Moi, je ne sais pas, on ne sait pas vraiment qui on est, hein, franchement. Et c'est peut-être une des clés aussi des livres du Grand National et puis de la manière dont on crée des personnages. C'est qu'en fait, on ne sait jamais tout d'une personne. Même les gens qui sont très très proches de soi, dans le Grand National, les parents, sa mère, le narrateur, il ne sait absolument pas ce qu'était sa mère, par exemple, avant sa naissance. Elle va découvrir tout à coup un pan de la vie de sa mère qui est peut-être le pont le plus important, la partie la plus importante de sa vie. En fait, quand on connaît des gens, on les connaît dans des relations qui sont partielles. On connaît des collègues en tant que collègues, on connaît des amis, mais dans une certaine relation d'amitié, et on est parfois très très surpris de découvrir, au détour d'une conversation, une partie de leur vie qu'on ignorait, et en fait on en ignore tout plein. De ces côtés de la vie. Et finalement, moi, quand on construit un personnage, je trouve que c'est bien de ne pas tout dire. De ne pas tout dire sur le personnage et de montrer par son comportement, par certains traits de description, la manière dont il bouge, peut-être ce qu'il y a derrière comme mystère de la personne. Et ça, c'est un truc fascinant. Et finalement, moi, je suis prof d'histoire dans un lycée, j'écris, je n'ai pas le même nom quand j'écris et quand je suis prof d'histoire, c'est 2 personnes. Et puis j'aime bien l'idée que les gens me connaissent que dans une activité, pas dans l'autre, avec 2 vies différentes. Et voilà. Donc répondre qui je suis, c'est impossible.
Alors par rapport à ce que vous dites là, il y a une des nouvelles de cet ouvrage qu'on va quitter ensuite, mais cette nouvelle en fait c'est Victor qui vit pour l'art, il admire le poète Jean Risson, il écrit lui-même, mais il mange grâce à un emploi au PTT. Derrière le guichet masqué par une épaisse vitre résistante aux balles, il voyait défiler des dizaines et des dizaines de visages déformés. Certaines physionomies lui donnaient des idées de romans qu'il griffonnait rapidement sur un bloc-notes. Les jours de congé, il s'attelait à son œuvre qu'il voyait grande. Aucun doute ne l'effleurait, il se sentait appelé. Vous, Roland Buty, comment est né pour vous le désir d'écrire ? Alors, j'ai aucun souvenir de cette nouvelle. Elle est Franchement, magnifique. oui, mais alors, c'est comme si vous lisiez quelque chose que quelqu'un d'autre avait écrit. J'ai aucun souvenir même de la trame. Bon. Du coup, pourquoi on écrit? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on écrit parce qu'on est avant tout d'abord un lecteur. Et en fait, quand on est enfant, nos parents nous lisent des histoires, même avant qu'on sache lire et écrire. On entend déjà des histoires. Et puis ensuite, quand on se plonge pour la première fois dans des livres, mais des livres tout simples, hein, moi ça devait être la Bibliothèque Rose à l'époque ou des choses comme ça. Et d'un coup, on se dit, waouh, c'est bien toutes ces vies différentes de la nôtre, ces choses un peu différentes du quotidien et ça. Et peut-être qu'à un moment donné, on aime bien être dans les livres. Moi, il y a eu des périodes quand j'étais enfant où j'étais assez boulimique avec les livres. Et à un moment donné, on se dit, pour être encore plus dans les livres, dans cette autre réalité un peu augmentée, en fait, il s'agirait d'écrire soi-même. Et c'est vrai que quand on écrit, ou quand on est bien, on a bien dormi, c'est tranquille dans la maison, dans une phase de création où ça se passe bien, il y a une espèce on sort de soi-même un petit peu, c'est très court, mais c'est des moments de vrai bonheur, puis on se dit, waouh, là, la phrase, elle est sortie, puis elle va tenir le coup, même si je la relis dans 2 mois. Et c'est des moments où j'imagine qu'on est un petit peu augmenté dans sa vie. Et peut-être c'est ça, la littérature et le fait de lire, c'est d'essayer d'avoir une vie augmentée. Et c'est le fait, par exemple, de pouvoir être dans la tête de personnages qui ne sont pas soi, d'essayer d'imaginer ce que c'est d'être une femme, si on est un homme, d'être un homme si on est une femme, d'être un japonais si on lit un roman japonais, puis en somme, entrer dans des vies qui ne sont pas la sienne, et du coup d'avoir par la lecture aussi plusieurs vies. Et puis écrire, voilà, c'est peut-être aussi ça, c'est quand on crée des personnages, on crée des intrigues, c'est comme si on n'avait pas juste notre petite vie routinière. Alors, Grand National, lauréat du prix Lettres Frontières 2021, un très beau roman, très dense, qui met en scène plusieurs histoires, plusieurs destins. Le titre s'impose. Grand National, c'est l'hôtel de luxe où la mère de Carlo Weiss, dont on découvrira l'histoire, s'est réfugiée après avoir fui la maison de retraite où elle séjournait. Et ce n'est pas un hasard. Jeune fille, c'est elle qui livrait à l'hôtel le pain fabriqué par son père. C'est donc dans ce lieu que Carlo va découvrir l'histoire de sa mère. J'ai vécu 17 années avec elle, âge auquel j'ai quitté mes parents pour commencer un apprentissage de jardinier paysagiste, nourri et logé loin de chez eux. Si je retranchais les premières années de mon enfance sans souvenir, cela faisait à peine plus de 12 ans de vie commune. C'est peut-être un temps trop bref pour connaître une personne. Maman avait eu une existence avant moi, elle avait ensuite mené une vie sans moi, et ces 2 réalités demeuraient un mystère. Pouvez-vous, Roland Buty, évoquer les grandes lignes de ce roman avant qu'on l'aborde plus précisément ? Oui, moi j'aime bien, finalement quand on écrit un roman, il faut qu'il y ait une intrigue et qu'on ait un certain suspense. Mais moi quand je commence à penser à un livre, en fait je pense plutôt à des images et à des thèmes. Alors l'idée, là, c'était vraiment de parler des jardins et de parler de la nature. Des jardins, puisque dans le roman, il y a à la fois les jardins ouvriers ou le jardin familial, ceux qu'on peut voir depuis l'autoroute, où il y a des petites cabanes, chacun a son petit coin de jardin. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était les drapeaux aussi, parce que chacun met le drapeau de son pays d'origine, et donc c'est assez international. Ces petits espaces vraiment préservés, soignés, bichonnés,
lui. Et puis, le narrateur, Carlo, lui, comme jardinier paysagiste, il s'est un peu spécialisé dans les grands parcs plutôt pour des riches personnes, surtout des personnes qui arrivent en Suisse, qui s'installent en Suisse. Et il y a effectivement une agence à Lausanne qui fait ça, qui en fait accueille des riches étrangers en leur facilitant tout, trouvant la maison, trouvant les trucs bancaires, les questions d'assurance, et pourquoi pas aussi de créer des paysages autour de leur maison, des parcs avec les essences de leur pays qui fassent penser en fait à la Russie ou à la Chine ou je ne sais pas de quel pays ils viennent quand ils s'installent, pour quand ils ouvrent la fenêtre, se retrouver un peu chez eux. Puis ensuite, c'est vrai qu'une bonne partie du roman s'est imposée ensuite par des souvenirs que me racontait mon grand-père, qui habitait effectivement à Glion, tout près de cet hôtel qui a inspiré le Grand National, dont le père était boulanger, et qui me racontait pendant la guerre la livraison du pain qu'il faisait à vélo dans les différents grands hôtels, palaces de la région, puis un petit peu aussi dans les années 30. Et puis pas mal d'anecdotes tournaient au fait que à partir de la fin des années 30 et au début des années 40, il y avait pas mal de réfugiés prestigieux dans ces hôtels. Je sais pas, il y avait par exemple l'ancien roi d'Espagne qui était là, des gens qui étaient un petit peu en exil, en fait, politique. Et donc ensuite, voilà, j'ai découvert dans un livre sur les palaces l'anecdote de ce comte allemand qui était ornithologue, qui avait passé la guerre dans un hôtel en louant tout un étage et en mettant les cas. Alors tout se met en place comme ça, petit à petit. Donc en fait, c'est plutôt ça. Et quand je commence à écrire, j'ai pas l'histoire en fait en tête. Alors, on me dit comment lier tout ça. Alors, pourquoi pas la mère qui disparaît, qui va dans un, puis donc ça se construit un petit peu au fur et à mesure, plutôt à partir d'espèces d'images ou de scènes, pratiquement un petit peu entre guillemets fortes que je vais mettre dans le livre et que j'essaye de mettre ensemble. Et en fait, un des plaisirs de l'écriture, c'est vraiment la construction. C'est-à-dire de pouvoir, en somme, agencer les différents éléments comme une mosaïque pour que ça dessine finalement l'histoire à la fin. Alors Carlo, jardinier paysagiste, se trouve à un moment difficile de sa vie puisque d'une part, sa fille délaisse le cocon familial pour poursuivre des études d'art contemporain à Londres et d'autre part, sa femme Anna le quitte. Carlo est déconcerté par les choix de sa fille, mais ne parvient pas à en discuter avec elle et il ne sait pas dire à sa femme qu'il l'aime toujours. Tu me fais penser à un prisonnier condamné à ne plus jamais sortir de sa cellule, m'avait lancé Anna un matin, le visage chiffonné au milieu de sa chevelure en pagaille. Je passais de plus en plus de temps à regarder par la fenêtre de la cuisine quand j'étais dans la cuisine, par la fenêtre du salon quand j'étais dans le salon, par la fenêtre de la chambre à coucher quand j'étais dans la chambre à coucher. C'est un reproche, lui avais-je demandé. Non, j'aime les mecs distraits. Roland Buty, que pensez-vous de ce propos de Claude Simon dans Corps conducteur? Les mots possèdent le prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui sans eux resterait éparse. Pouvez-vous peut-être au travers de ce roman expliquer ou évoquer cette difficulté quand même qu'ont les personnages de communiquer entre eux et présenter le message en fait que ce roman véhicule par rapport à ça? Il n'y a pas trop de messages, mais c'est vrai que c'est un livre qui est aussi un livre sur la séparation, puisque en fait Carlo va voir sa femme qui devient une étrangère progressivement. Sa fille aussi, à un moment donné, les enfants, on les comprend plus trop, et puis là, d'un coup, quand il va voir sa première exposition à Londres d'art, voilà, aussi il découvre d'un coup que c'est une autre personne que celle qu'il a connue. Donc c'est toujours cette idée de séparation. Puis la mère aussi, finalement, elle va vivre une histoire d'amour avec ce comte dans cet hôtel jusqu'à une séparation. Donc ensuite, effectivement, les personnages communiquent, et peut-être les mots sont consolateurs. Alors par exemple, j'imagine que dans le livre, Carlo, il trouve chez Agon, parce qu'une amitié va se nouer pendant le roman, des mots de compensation ou des gestes ou des mots de compensation. Mais voilà, je pense effectivement la littérature en elle-même est une consolation, les mots. Et c'est ça que Claude Simon veut dire. Et dans le livre, naturellement, moi je trouve que c'est très très difficile de fabriquer des dialogues.
en fait, entre les personnages. Soit on fait des dialogues qui sont un peu informatifs pour faire avancer l'histoire, puis ça fait un petit peu artificiel. Et puis, ou alors on fait des dialogues qui montrent la psychologie des personnages. Puis moi j'ai l'impression que quand les gens parlent, ils ne parlent pas comme ça. Enfin, on parle de choses qui sont toujours un petit peu indirectes, qui sont du quotidien, et que la communication, souvent, elle ne passe pas par les mots, en réalité. Et donc, je trouve que voilà, c'est aussi un choix de faire des dialogues qui sont un petit peu en décalage par rapport à l'information ou par rapport à la communication, pour essayer de faire des dialogues qui soient un petit peu authentiques. Comment dire ? Je ne sais pas si je dis ça bien, mais où en fait, dans la communication quotidienne et habituelle, on n'est jamais dans le super information, etc. Et on est toujours un peu dans l'infra. Et alors, ce seraient des dialogues qui sont un petit peu dans l'infra pour faire en fait réaliste. Et à la fin, quand même, tous les personnages se comprennent puisqu'ils se retrouvent tous un petit peu autour de la mer tout à la fin. Et donc, cette communication, elle est rétablie. Elle sera rétablie. Voilà. Puis après, par exemple, ils se retrouvent à la fin aussi autour de la nourriture. Oui. Des choses comme ça qui font que d'un coup, ben voilà, on porte attention à l'autre, on prépare un plat et puis ils se retrouvent là. Et puis il y a une espèce de communion. Mais elle n'est pas nécessairement verbale. Alors les échanges sont très profonds parce que d'un coup, la compagne de la chambre raconte son passé de couturière dans l'usine Iril. Et donc, d'un coup, il y a des choses très importantes qui se disent, mais comme ça. Puis la communication, elle se fait par le fait d'être ensemble. Alors, vous avez évoqué ce personnage d'Agone. Il établit véritablement le lien entre Carlo et sa mère. Agone est l'employé de Carlo, émigré, originaire du Kosovo. C'est un personnage fascinant, amoureux de la nature, mais passionné de littérature et finalement locataire d'une parcelle louée par la ville, ces jardins que vous évoquiez. Des jardins familiaux sur un vaste terrain de 11 hectares, en damier, avec des allées qui avaient pour nom Tulipe, Casbah, Manchetou. Agone était à l'avenue Pivoine. Chacune avait une superficie de 150 à 200 mètres carrés avec un accès à l'eau courante. Ainsi, Agone cultive-t-il son bout de jardin, dans son cabanon, les œuvres de Zola, Stendhal et Ramu précieusement conservées. Je lui ai tendu le conte de Monte Cristo qu'il m'avait demandé de lui prendre au cabanon. Assis sur le bord de son lit, il a ouvert le lourd volume et lu quelques lignes au hasard en le plaçant très près de son nez. Il a fini par y enfouir son visage. Puis, plongé dans le parfum des pages, il a respiré profondément. J'ai regardé le gros ongle de son pouce, presque noir et très épais, un instrument solide fait pour gratter, pour écraser, pour écarter, pour déceler, pour retourner et pour trancher. Agone a des mains énormes, idéalement conçues pour le travail de la terre, mais je me suis alors dit qu'elle pouvait aussi facilement assommer ou tordre le cou de n'importe quel adversaire. Quand il s'est redressé, il avait les yeux lourds comme deux éponges gorgées d'eau. Il a cligné des paupières et une larme a perlé. J'ai supposé que c'était le bonheur de renouer avec Edmond Dantès et l'abbé Faria certainement, mais encore plus celui de retrouver la concrétion olfactive de son cabanon, solidifié avec le temps dans les fibres du papier et les fils de la reliure. Personnage fascinant, de poésie, de force aussi. Comment ce personnage est-il né ? Ouais, je ne sais pas si je dois le dire, mais parce qu'il existe et je le connais en fait. Donc, voilà, donc on s'inspire de gens qu'on connaît, mais c'est notamment tous les gens qui le connaissent l'ont reconnu dans le livre. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait au Kosovo, j'ai vérifié tout ça, parce qu'en fait les choses sont comme ça. Vous donnez le nom de ces allées, mais elles existaient comme ça. Donc elles avaient ce nom-là à Lausanne, dans les anciens jardins qui ont été déplacés par hélicoptère à un autre endroit un jour. On a pris les cabanons pour les déplacer. Donc là, en fait, j'invente pas grand-chose. Hein, c'est juste mettre les choses dans l'ordre. Pour Agone, voilà, je pense que, en fait, j'ai vérifié qu'il y avait au Kosovo, vraiment, dans les lycées, le français comme
comme langue pour les lycéens. L'Action française, non pas l'Alliance française, et le gouvernement français finançait aussi, il y avait des liens privilégiés avec la Yougoslavie, et finançait en somme largement l'enseignement du français dans les lycées. Et le Agon que je connais était prof effectivement de français à Pristina. Et donc voilà, je m'inspire vraiment de personnages qui existent en fait. Est-ce que lui, il a lu? Oui, oui, bien sûr, oui. Et oui, il a participé à la guerre de libération, Lucheka, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il a vécu cette période de la guerre de manière intense, réfugié en Suisse. Alors, c'est un livre sur les étrangers aussi, hein, c'est-à-dire le fait que les personnes qui nous sont le plus proches peuvent apparaître par moments comme des étrangers, des étrangères, la mère qui part, la femme qui part, et donc on découvre des pans de la vie. Mais il y a aussi toutes les formes d'étrangers qu'on peut avoir en Suisse dans le livre, au fond, les réfugiés politiques, les réfugiés, entre guillemets, et les exilés fiscaux, hein, ceux qui viennent. Il y a les travailleurs de la génération italienne, comme le père de Carlo, ou tous ces gens qui travaillent dans les grands hôtels, chauffeurs, femmes de chambre, etc. Donc il y a aussi cette idée, voilà, dans le livre sur les migrations. Et le fil, c'est aussi les oiseaux, puisque le rossignol des murailles, c'est le rouge-queue. Alors il a plein de noms différents. Il est assez fréquent en Europe, mais c'est un oiseau qui va l'hiver au Sénégal, en Sénégambie, ou peut-être maintenant ils vont moins loin que le réchauffement climatique, seulement en Afrique du Nord ou je ne sais pas où, et qui reviennent au mois de mars chez nous. Donc l'idée voilà, de la migration, c'est aussi une trame du livre. Après, c'est des trames comme ça qui sont des motifs en réalité. Moi, je trouve que c'est des motifs qu'on glisse comme ça, et tout doit se tenir comme dans un morceau de musique, où on a les motifs qui réapparaissent plusieurs fois et qui font que ça fait une unité, que ça fait quelque chose qui fonctionne. Ou comme une tapisserie où on a plein de petits nœuds qui tiennent les choses ensemble et puis en somme ça dessine ensuite un tapis ou un dessin qu'on peut lire. Et donc voilà, c'est ça. En fait, ça c'est des petits motifs. Il y a le motif aussi du football, bêtement, puisque on s'amuse, mais il va au penalty. C'est le café du début. Ensuite, sa fille, elle fait un baby-foot pimpé comme œuvre d'art. Et puis, les jardins sont finalement déplacés pour faire un terrain de foot, etc. Donc, voilà, en fait, on essaye de faire une cohérence qui fait que l'objet, comme ça, fonctionne. Mais vous construisez donc, hein, ça ne vient pas comme ça d'un trait. Vous faites un plan? Jamais, non, au fur et à mesure. Et en fait, quand on écrit maintenant avec l'ordinateur, on peut déplacer, couper, etc. Et les choses sont mises en place jusqu'au dernier moment, on déplace les choses. Et je me suis rendu compte qu'à peu de choses près, puisque vous avez dit qu'il a été adapté au cinéma, qu'au cinéma, ça fonctionne un petit peu la même chose. Moi, je n'ai pas participé au film, mais à plusieurs reprises, la réalisatrice m'a montré des montages, des états du film. Et ils tournent des scènes, et ensuite, ils en tournent sur par exemple, la fin de l'histoire, 2 ou 3 avec des choses différentes, et en déplaçant et en choisissant telle scène plutôt que telle scène, jusqu'à la fin, on peut encore faire un autre film, en faisant le montage différemment. Et ça, je trouvais fascinant. Et du coup, c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'on a des scènes, et puis on peut toujours déplacer, supprimer, rajouter un petit truc jusqu'à la fin pour que la mécanique fonctionne. Alors moi, Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, donc, qui est l'épopée de 2 copistes à la recherche du savoir. Alors Flaubert les met en scène et ça me fait un peu penser à vous. Si vous me comparez à Bouvard et Pécuchet, je ne suis pas très content, mais... Il s'enfermait à double tour. Bouvard nettoyait la table, mettait du papier devant lui, trempait sa plume, restait les yeux au plafond, pendant que Pécuchet, dans le fauteuil, méditait les jambes droites et la tête basse. Parfois, il sentait un frisson et, comme le vent d'une idée, au moment de la saisir, elle avait disparu. Voilà, alors ça, oui. Donc, sauf que là, elle ne disparaît pas, généralement.
Alors vous avez évoqué quand même cette célébration de la vie au travers du repas et effectivement il y a un très beau passage. Agone a accueilli une chicorée de Chioggia, un concombre d'Arménie et des tomates rouges de Turquie. Il a ensuite disparu à l'intérieur du cabanon. Quelques minutes plus tard, il en est sorti avec les assiettes, un reste de rôti de bœuf sur lequel il avait disposé quelques feuilles de sauge fraîches, émiettées, arrosées d'un filet d'huile d'olive. Agone a contemplé son plat. Il a lentement pris la mesure de ce qu'il contenait. Ce n'était pas une prière, ou alors d'un genre laïque. J'ai appris l'art de reculer les beaux moments, même infimes, pour mieux en jouir ensuite, m'avait-il dit un jour. J'ai aussi attendu avant de manger. Je trouve que c'est une magnifique évocation de la vie dans ce qu'elle a de plus simple, la saveur du concombre d'Arménie et de la tomate rouge de Turquie. Charles-Ferdinand Ramu écrit dans Le Petit Village « Vivre, c'est un peu comme on danse. On a plaisir à commencer, un piston, une clarinette. On a plaisir à s'arrêter, le trombone est essoufflé. On a regret d'avoir fini, la tête tourne et il fait nuit. » Roland Buty, vous qu'en pensez-vous et comment envisagez-vous le temps qui passe? Parce que dans ce roman, il y a énormément sur le temps. Oui, sûrement. Moi, je suis quand même de formation historien, donc je dois bien admettre que peut-être assez tôt, je me suis dit que la chose fascinante, le grand mystère, c'est quand même le temps, de vivre dans la durée. Et c'est quelque chose qui, alors, en prenant de l'âge, devient de plus en plus fascinant. Enfin, l'idée du temps qui reste, du temps qui passe, de notre petite vie dans l'infinitude du temps, est-ce que le temps existe vraiment, enfin, etc. Et ouais, je pense que c'est une des dimensions. Il y a l'espace, mais même par rapport à voilà, l'espace, je préfère le temps, comment dire. C'est encore plus mystérieux pour moi. Alors, lié au temps, forcément, le grand âge et la mort. En 1912, Vassili Rossanov publie les Feuilles tombées et il évoque la cruelle fatalité du temps et il écrit « Mon âme est comme un fil qui se défait, même pas un fil de lin, mais de papier. Ça s'effiloche partout, impossible de rien arranger. » Carlo, qui considère de loin sa mère, promener un regard vide sur le décor, s'interroge. Je me suis demandé si elle n'avait pas depuis très longtemps consacré sa vie à atteindre ce degré de détachement qui semblait maintenant n'être plus seulement une absence au monde, mais un congé donné à elle-même. Et cette mère laisse échapper ce très bel aveu. « J'aime les promesses, je ne vis que de cela maintenant. J'attends, mais rien ne vient, alors j'attends la prochaine promesse. Et en fin de compte, je ne regrette rien parce que j'ai consacré tout mon temps à espérer. La plupart des gens vivent ainsi. » Outre cette souffrance de la solitude, qu'est-ce qui vous émeut, vous, dans le grand âge? Alors vraiment, je n'ai pas pensé. Moi, j'ose plutôt... enfin, comment dire, je pense que c'est vraiment pas tellement une préoccupation pour moi actuellement, le grand âge, franchement. Ça me fait plutôt peur, hein, forcément. Mais dans le livre, ouais, la mère, je pense qu'elle est effectivement dans le stade où d'un coup son esprit s'effiloche, où elle a un léger Alzheimer, ou comme ça, elle ne se souvient plus, puis d'un coup les choses très anciennes lui reviennent. Et puis elle a une espèce de retour à l'enfance, retour vers sa jeunesse. Donc moi j'ai construit ça un petit peu comme ça. Enfin, et c'est plutôt le regard de son fils qui reconnaît plus sa mère, hein, et qui la voit physiquement très différente de ce qu'il a pu avoir dans sa mémoire, puisqu'il ne la voit pas très souvent. D'un coup il est surpris de la transformation physique sûrement de sa mère. Alors, bien sûr, un roman, c'est une intrigue. Et là, comme on l'a dit, c'est une intrigue serrée, mais avec plusieurs strates. Il y a des personnages qui sont extrêmement consistants. Le style est très, très affûté. Et puis, dans votre œuvre, alors pas seulement dans Grand National, mais dans vos ouvrages, il y a toujours des petits détails. Des détails qui n'en sont pas, en fait, mais des objets qui deviennent très symboliques. Alors, par exemple, dans Grand National, il y a cette photo que Agone va fournir à Carlo et qui est en fait l'indice qui lui permet de retrouver sa mère, puisque derrière la photo de cette femme, il y a le Grand National. Et je suis obligée d'évoquer ici un autre roman qui est
très très beau, un autre de vos romans, c'est le fameux roman Luce et Célie qui est paru en 2017, excusez-moi. Avant Jésus-Christ. Et qui raconte la rencontre de deux femmes qui vont se venger d'un homme qui détruit leur vie. Et dans ce roman, il y a un mouchoir que Célie petite a gagné en tournant la roue de la fortune. En 2000, lorsque les deux femmes ont bien vieilli, que la maison où elles ont enterré le cadavre de Jean Pérard, cet homme qui leur a fait beaucoup de mal, va être détruite, elles doivent déterrer les ossements de Jean. Et sur le lac, alors je lis, Célie sort de sa poche un mouchoir noir avec des garnitures en dentelle. Elle le lance par-dessus bord. Il se déploie dans l'air avant de tomber ouvert sur l'eau. Elle suit des yeux la tache qui disparaît derrière une vague, réapparaît toujours plus distante, finit par se confondre avec les reflets et se mélanger aux autres matières en suspension. Ces images qui sont tellement symboliques et poétiques, comment alors elles arrivent dans cette construction habilement agencée? Je ne sais pas comment ça vient, hein, ça c'est toujours un petit peu mystérieux, mais en fait, les liens, ils se font assez naturellement. Moi, j'ai l'habitude de dire que en fait, c'est un petit peu comme dans la vie. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des hasards, on fait des rencontres avec un objet, avec une passion, avec une personne, et puis cette rencontre fait qu'on va dans une direction plutôt que dans une autre, et puis que du coup, on fait d'autres rencontres, et puis que si on se retourne, on voit une cohérence. Mais que naturellement, si on avait rencontré une autre personne, si on avait fait... mais il y a tellement de hasard, on se serait retourné, on aurait trouvé une autre cohérence aussi dans le parcours. Mais de fait, il est fait chaque fois de hasards, de rencontres qui transforment notre vie. C'est des petites choses, puis parfois c'est des trucs très très importants. Moi, par exemple, j'ai fait une thèse en histoire, mais uniquement parce que j'ai fait une rencontre d'un prof à l'Uni que j'ai trouvé extraordinaire. Et si je n'avais pas rencontré ce prof à l'Uni à Lausanne, le professeur Yost, ben, j'aurais jamais fait une thèse en histoire, etc. Donc, et si je n'avais pas rencontré Marlise Pietri des éditions Zoé dans les années 90, sûrement que je n'aurais pas fait 6 livres chez Zoé, etc. Donc quand on se retourne, on a une cohérence. Donc en réalité, si on construit un roman comme on construit la vie, on fait la même chose. Si on dit un mouchoir, ok, puis ce mouchoir, comment est-ce qu'il peut réapparaître? Il va réapparaître tout à la fin comme un linceul, oui. En fait. Oui. Elle se dit, c'est un mouchoir noir. C'est un mouchoir noir parce que quand elle le reçoit, c'est mauvais signe, c'est un mauvais présage. Donc, si je me souviens de oui. Lucie et Célie, parce que juste après, quand elle rentre avec ce mouchoir, très contente de le donner à sa maman, sa mère est là pour dire, il y a le monsieur là, en fait, tu vas aller avec lui, tu ne seras plus avec moi. Oui. Et donc, d'un coup, c'est le mouchoir de la séparation. Mm-hmm. De elle, qui va avoir plein de malheurs. Et à la fin, ben, c'est le linceul qu'elle... Avec Luce et Célie, je m'étais amusé à faire ça. C'était de faire un roman où il y a deux femmes, Luce et Célie, en miroir. Oui. Luce, lumière, et Célie, c'est aveugle, l'étymologie. Et de faire un roman où je prenais la perspective de femmes. Et ça, c'est difficile, c'est deux femmes. Et en fait, les hommes sont horribles. Tous, ils sont nuls. Les femmes sont fortes. Et puis j'ai essayé d'entrer dans la psychologie de femmes. Voilà. C'était le truc que je voulais faire. Pas être dans le male gaze maintenant, on dit, de faire un livre female gaze. Alors, on a bien compris, votre roman Grand National s'inscrit dans la grande histoire, la Seconde Guerre mondiale, évidemment, mais également celle du Kosovo, celle d'Agon, celle à laquelle Agon a participé, la guerre d'indépendance, il y a 20 ans. Tu as combattu dans l'armée de libération, oui, plus ou moins. Il y a eu une opération de la police pour reprendre le contrôle de la zone de Lapusnik, tenue par l'armée de libération. C'est à ce moment qu'elle a gardé des civils en otage. Nous avons regardé en direction du jardin. Le jour s'éteignait. Les éléments élevés qui avaient longtemps résisté à la nuit perdaient inexorablement leur position altière. Et il a dit, ils étaient entassés dans des pièces surpeuplées. Ils dormaient à même le sol. Ils étaient enchaînés à des anneaux de fer au mur dans leurs souillures. On les nourrissait à peine. Ils étaient régulièrement battus. Il y avait ceux qui étaient blessés par balles. Certains avaient des membres cassés. Il y avait en permanence des gardes dans les locaux pour les surveiller. Je parlais aux prisonniers.
J'ai essayé d'en soigner quelques-uns du mieux que je pouvais, avec les moyens du bord, tu sais, ce n'était pas bien vu. Il y avait des femmes et des enfants. Il s'est tu un long moment avant de continuer. Je suis partie dans les premiers. Avant que le village soit repris par l'ennemi, je ne l'ai su que plusieurs mois après, dans la débandade, il y avait eu des exécutions. Il s'est alors penché vers moi. Je n'ai tué personne. Quand l'histoire prend place dans vos récits, quel rôle lui accordez-vous au cœur de la création littéraire? Alors moi, j'aime bien inscrire les livres dans la temporalité. D'ailleurs, le Grand National, il se passe aujourd'hui, mais le Milieu de l'Horizon, c'est 76, oui. Luce et Célie, c'est années 60. Donc de créer quand même presque des romans un peu historiques, parce qu'il faut recomposer un peu le décor, le passé, et puis pas se tromper dans des petits détails, et trouver un peu l'atmosphère de l'époque. Et en fait, l'histoire, ça donne cette profondeur aux personnages, en réalité, où leur manière de fonctionner, aujourd'hui, est déterminée par leur passé un peu tragique. Pour Agone, voilà, ou pour la mère, etc. C'est voilà, la profondeur temporelle crée en fait les personnages aussi, j'imagine. Et même peut-être si on remonte, d'où on vient, nos parents, nos ancêtres, déterminent aussi comment on agit sans qu'on en soit conscient dans des choses très très quotidiennes et pratiques. L'historien qui écrit, le romancier qui imagine, vous faites des recherches en fait, vous? Oui, je fais des recherches, mais pas beaucoup, parce que il ne faut pas que ça sente la documentation, que ce soit effectivement donner une leçon sur le passé où on va apprendre quelque chose par le roman. Il faut que ce soit vivant. Donc ce que je fais, c'est que je lis pas mal de choses, je ne prends pas trop de notes, je m'imprègne un petit peu, et puis souvent dans des livres, on trouve justement des idées, des anecdotes, etc., qu'on peut éventuellement replacer. Alors c'est vrai que par exemple, le fait que dans ces palaces, on réussissait à stocker avant la guerre beaucoup d'alimentation et puis de quand même servir des repas complets, même en trafiquant avec les tickets de rationnement, et puis etc. Ça, c'est un petit peu documenté, mais on ne va pas en faire en somme toute une leçon, quoi. Mais forcément, je me documente. Mais je me documente surtout, même sur la psychologie de personnages, hein, pourquoi pas. C'est-à-dire, dans le Milieu de l'Horizon, j'ai lu quelques études médicales sur les personnes qui ne peuvent pas vivre leur sexualité normalement, quels étaient les symptômes extérieurs de somatisation qu'ils pouvaient avoir, pour mettre ça de manière très très discrète dans le livre. Mais voilà, parce que je suis un petit peu un lecteur boulimique, donc d'un coup c'est sympa de trouver des livres. Par exemple, dans le Grand National, j'ai lu une monographie sur le Rossignol des Murailles, écrite par un Balois en 1925, mais le livre, je pense, le plus complet sur le Rossignol des Murailles, qui est juste délicieux comme livre. Et là, justement, il y a tout la transcription quand la mère parle avec le Rossignol des Murailles, c'est la transcription de cet ornithologue dans son livre de 1925, qui essaye de mettre les différents chants du Rossignol des Murailles en alphabet. Donc tout est assez documenté, en fait. Pour le déplacement des cabanons, j'ai lu l'article dans le journal pour voir comment ils pouvaient prendre les cabanons sans les détruire pour les transporter. Puis ils devaient passer par-dessus l'autoroute, donc ils ont dû fermer l'autoroute si jamais un cabanon tombe, quand même c'est embêtant. Et puis c'était effectivement un hélicoptère qu'ils avaient fait venir des États-Unis, très très particulier. Voilà, mais je vais pas ensuite dans le livre dire c'est un tel modèle d'hélicoptère, on s'en fiche un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait, souvent ça fait rêver, hein. Comme la description là pour le jardin à Lausanne, juste avant qu'il soit détruit, il y a eu un livre de photographie qui a été fait et d'interviews de tous les gens qui vivaient dans ce jardin avant le déplacement.
Donc là, on trouve l'atmosphère. Voilà, et puis, voilà. ouais, l'atmosphère. Ouais. Alors bon, vous évoquez les oiseaux, je reviens donc à ce personnage de Hans von Bullion. Les chambres en enfilade transformées en volières, les cages installées sur les balcons, les soins prodigués aux oiseaux blessés. Donc cet ornithologue va rencontrer là au Grand National la mère de Carlo. C'est un membre éminent de la Deutsche Ornithologengesellschaft. Il parcourait l'Europe pour ses recherches. L'éclatement de la guerre l'a surprise en Suisse. Il s'était installé au Grand National. Il occupait la moitié du 3e étage, 6 chambres dont plusieurs étaient reliées entre elles. Le directeur de l'hôtel faisait crédit, persuadé que von Bullion, qui portait le titre de comte, possédait une grosse fortune dont il ne pouvait temporairement pas jouir. Alors dans le roman, il y a un moment donné où Carlo va poser la question, ce Hans Bullion était-il un espion, était-il un nazi? Et puis on répond non, en fait il s'est enfui parce qu'il n'avait aucun argent. C'était quoi pour un personnage, celui-là? C'était un personnage qui est né de votre imagination que vous avez... Non, comme j'ai trouvé effectivement dans un livre d'histoire sur l'histoire des palaces en Suisse, où il y avait en somme une série d'anecdotes, et c'était un conte, voilà, qui, en fait, c'était juste retrouvé, quand la guerre éclate, il était en Suisse pour étudier les oiseaux, puis il se dit, bon, je suis en Suisse, je crois qu'il avait de l'argent ou pas, ou, enfin, il pouvait faire semblant d'en avoir, et du coup, qu'est-ce que je fais? La guerre éclate, je ne vais pas aller en Allemagne, je reste en Suisse tranquille en attendant que ça passe. Et du coup, là, je me suis vraiment inspiré d'un personnage qui a dû exister, très différent sûrement. Ensuite, on construit parce que, ok, alors du coup, comme il n'y a plus de champagne, ils peuvent utiliser les seaux à champagne pour faire des nids à bécasses. Du coup, on invente, en tout cas, l'imagination peut fonctionner. Alors, c'est Flaubert qui, dans une lettre à Louise Collet, fait cette confidence. L'auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part. Vous, Roland Buty, est-ce que vous laissez une part de vous dans vos récits? Vous parlez beaucoup de ces personnages que vous avez peut-être rencontrés. Et vous, votre existence, est-ce qu'elle réapparaît dans ces récits? Moi, je pense que dans ce qu'on écrit, on est absolument partout, en fait. Mais sans qu'on soit présent mais on est présent dans les sentiments que les personnages vivent, on les a vécus pour pouvoir les décrire. On a en somme les idées qu'on peut avoir, c'est des fantasmes comme un petit peu personnels sur la nature, sur les animaux, sur les relations entre les gens. Moi, je pense qu'on est absolument dans tout ce qu'on écrit. Et puis, si d'un coup je me dis, tiens, je vais écrire quelque chose de très très différent, je vais faire un livre de science-fiction ou un roman vraiment historique, en fait, en l'écrivant, je pense que je vais encore faire du Buty, enfin, comment dire, ça va encore être moi tout le temps. Et c'est difficile d'écrire quelque chose qui ne soit pas soi, en fait, même si on essaye d'inventer les histoires les plus tarabiscotées. Je pense que... Et d'ailleurs, pour le précédent, j'ai un ami psychiatre qui a fait une lecture du livre, voilà, mais on ne sait pas si c'est une analyse de l'auteur ou vraiment du livre, au final, parce qu'on est dans tout, en fait. Et donc on peut dire... Et de tous les personnages qui apparaissent, par exemple, dans Grand National ou même dans les autres, est-ce qu'il y a des personnages pour lesquels vous avez une tendresse particulière? Est-ce que l'auteur prend un moment parti pour tel personnage? Oui, je ne crois pas, parce que je ne pense pas que dans mes livres, voilà, par exemple, c'est un travers, ou c'est parce qu'on écrit... Il n'y a pas de personnages mauvais, ou peut-être des personnages qui ne seraient pas sauvables, ou auxquels on ne pourrait pas avoir malgré tout une certaine tendresse pour eux. Donc c'est pas qu'il y a un personnage où je dis mais non, depuis ça c'est horrible, etc. Ils ont tous suffisamment de... S'ils sont pas très bons, par exemple dans Luce-Célie, on peut expliquer pourquoi ils ne sont pas bons par des failles, par la difficulté de vivre, par ci, par ça, qui excuse ou qui en tout cas fait qu'on peut quand même s'attacher à des personnages. Donc moi je pense que c'est plutôt un regard un peu tendre sur notre pauvre humanité, on fait ce qu'on peut, quoi, généralement. Et souvent c'est pas assez, souvent c'est pas bien, mais on fait ce qu'on peut dans les circonstances qu'on doit vivre. Alors 1 heure pour parcourir votre œuvre, c'est un peu. Cependant, d'un récit à l'autre, on perçoit au moins
l'unité et aussi l'évolution. En 2014, lorsque votre roman Le milieu de l'horizon reçoit le prix suisse de la littérature, Bernard Comment, dans sa Laudatio, écrit « L'enjeu de l'écrivain est de dépasser toutes les formes de frontières tout en demeurant conscient de là d'où il vient et de ce qu'il a déterminé dans son processus de formation. C'est cette oscillation entre l'universel et le particulier, voire le local, qui fait tout le prix de l'écriture de Roland Buty, dont l'ancrage dans la Suisse de son enfance, à lui, n'empêche en rien le lecteur de percevoir des dimensions beaucoup plus larges, qui tiennent sans doute aux expériences fondamentales de l'enfance et de la première adolescence, cette petite valise fondatrice qu'on trimballe avec soi toute une vie. » Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, écrit « Écrivez ce que vous désirez. Écrire, c'est tout ce qui importe. Mais sacrifier un cheveu de la tête de votre vision, une nuance de sa couleur, par déférence envers quelques maîtres d'école tenant une coupe d'argent à la main ou envers quelques professeurs armés d'un maître, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. » Pour vous, Roland Buty, qu'est-ce qui fait un bon écrivain? Qu'est-ce qu'est un bon écrivain? Oh là là, moi je suis assez sensible quand même à des histoires. Moi je suis plutôt... un de mes auteurs favoris c'est Dickens par exemple. Et parce qu'il faut être emporté quand même par une histoire, par aussi des décors et des scènes qui soient fortes. Et puis en fait, moi je pense que le bon écrivain c'est quand même le souci de la langue. Et voilà, je veux dire, moi il me suffit souvent d'ouvrir un livre, de lire un paragraphe, puis je dis ok, là je vais entrer dedans parce que la langue contient quelque chose de plus que l'alignement des mots. Et que voilà, ça va, il y a une épaisseur, il y a une musique, ou il y a quelque chose qui fait que... Et alors, c'est ça peut-être le plus fondamental. Puis ensuite, franchement, l'histoire, mais si la phrase dit quelque chose au-delà des mots, alors ça veut dire que c'est un écrivain. Après, un bon écrivain, mais un écrivain, il doit faire ça. C'est-à-dire qu'il doit essayer de ne pas écrire comme de dépasser en fait par l'écriture le sens des choses. Alors, avant l'ultime question, Agon, tout comme vous, est passionné de littérature. Vous et lui relisez vos classiques. Je vous propose, Roland Buty, quelques belles citations et je vous laisse me dire dans l'instant ce qu'elles vous évoquent, un souvenir ou... Alors le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, je ne mens pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de cornes, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. Fernandel. Fernandel. Bah Votre oui. enfance? Bah oui, parce que quand j'étais malade, mes parents me passaient les lettres de mon moulin lues par Fernandel. Et j'adorais ce final dit par Fernandel, c'était dramatique, et puis cette voix roulante, et ça allait très bien avec Daudet de toute façon. Ouais. Mon temps de pension, ces jours écoulés en silence, où la vie glisse et marche sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on la sente de l'enfance à la jeunesse. Je veux, en jetant un regard en arrière sur ces ondes rapides qui ne sont plus qu'un lit desséché, encombré de feuilles mortes, chercher si je ne retrouverai pas encore des traces qui puissent me rappeler leur cours. Et ici, on est dans Dickens. Alors, Ouais. vous l'avez évoqué, c'est Ouais. pas de chance. Non mais Dickens, voilà, Dickens c'est fascinant parce que c'est un auteur qui est tout le temps drôle. C'est tout le temps drôle en fait. Et c'est des histoires tragiques de misère, etc. Bon, généralement ça finit plutôt bien dans ses romans, mais il y a à chaque fois ce petit décalage de comique à l'anglaise du narrateur. Le narrateur là est très présent chez Dickens, qui fait que ouais, ça passe. Et à chaque page, on a quand même un sourire. Félicitez-moi, mes bons seigneurs, de ce que je ne suis plus Don Quichotte de la Manche, mais Alonso Quijano, que
que des mœurs simples et régulières ont fait surnommer le bon. J'ai pris en haine toutes les histoires profanes de la chevalerie errante. Je reconnais ma sottise et le péril où m'a jeté leur lecture. J'ai été fou et je suis raisonnable. J'ai été Don Quichotte de la Manche et je suis à présent Alonso Quijano le bon. Puisse mon repentir et ma sincérité me rendre l'estime que vos grâces avaient pour moi. Cervantes. Oui, oui, alors je pense que pour moi, ce serait l'idée que la littérature, c'est extraordinaire, mais que, en fait, la vraie vie, c'est encore mieux. Et que, finalement, il faut faire la part des choses et que pour être écrivain, il faut d'abord vivre des choses et pas mélanger. C'est pas Don Quichotte, c'est ça. Ouais. Il vit que dans les livres. Il vit plus que dans les livres. Hein. Et il voit la réalité à travers les livres. Donc non, la vie, c'est quand même bien. Et la dernière citation, « Je m'assis en face d'un couple, entre l'homme et la femme, l'enfant tant bien que mal avait fait son creux et il dormait. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres et je me dis, voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. Les petits princes de légende n'étaient point différents de lui, protégés, entourés, cultivés, que ne saurait-il devenir ? Quand il naît par mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n'est pas de jardinier pour les hommes. Mozart, enfant, est condamné. C'est Saint-Exupéry dans Un sens à la vie. Oui, c'est l'exergue du roman Grand National et la lettre à Jacques Dallot. Et en fait, c'est très très cohérent avec le livre parce qu'il a été aviateur. Alors il y a le débat à savoir s'il était un bon aviateur avec tous les accidents qu'il a eus. Mais en somme, et en fait, à la fin de sa vie, la dernière chose qu'il écrit, cette lettre qu'il laisse avant de partir en mission pendant la guerre, c'est « En fait, j'aurais voulu être jardinier ». Et parce que, je pense, il revient à ses souvenirs de toute petite enfance, quand il était dans ce parc et qu'il était dans la nature et passait beaucoup de temps dans le jardin familial. Et naturellement, dans le Grand National, c'est à la fois le jardin et le rêve d'envol. La mère qui rêve de s'envoler vers l'Afrique avec son ornithologue, les oiseaux qui s'envolent, même Carlo qui rêve de s'envoler peut-être à la fin quand Agone le soulève, comme s'il voulait le lancer. Donc voilà, c'était Saint-Exupéry, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans Saint-Exupéry Courrier Sud et Vol de nuit, qui pour moi sont des romans qui sont en fait une modernité au niveau du style absolument extraordinaire. Enfin, c'est du Hemingway, et là les dialogues par exemple sont extraordinaires, comme c'est fabriqué. Pour l'ultime question, cette magnifique page qui clôt Grand National, qui réunit finalement les trois personnages clés du roman et que vous rédigez, Roland Buty, avec une infinie délicatesse. Agone a saisi maman sous les aisselles. Il l'a soulevée sans effort, comme il l'aura fait avec un grand drap qu'on veut étendre, pour l'asseoir bien droite sur le fauteuil. Puis, à genoux, avec une infinie délicatesse, il a retiré le collant tire-bouchonné, a rassemblé le nylon en le laissant glisser entre ses doigts, a étiré le petit paquet avec ses 2 pouces logés à l'intérieur, a introduit les orteils, a abaissé avec précaution le bas jusqu'au talon avant de le remonter à l'aveugle, la tête tournée contre le mur. Je l'ai souvent vu réaliser des opérations d'une extrême précision avec ses grosses mains, très habiles pour insérer et faire correspondre les écorces de greffe en fente. Il avait la même délicatesse de chirurgien à l'égard de maman que pour un jeune cerisier. Il a ajusté le bas qui recouvrait l'autre jambe sans quitter des yeux un point imaginaire sur la paroi. Il a ensuite lissé le chemisier et remis le collier de perles à la bonne place. Je lui ai tendu le vêtement que j'avais choisi, une jupe droite en lainage noir. Les étoiles étaient étonnamment proches au-dessus de nos têtes, mais déjà barbouillées par le jour. La fraîcheur des montagnes est descendue d'un coup sur nous. J'ai profondément inspiré cet air et les particules qui ont tapissé mes narines avaient l'odeur du ciel. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir si maman avait eu une vie heureuse. Elle en était sortie par la petite porte. Pour vous, Roland Buty, qu'est-ce que le bonheur ? Oula Moi, en fait, je suis d'une nature un peu heureuse, en fait.
à tel point que je me demande des fois si je ne suis pas un imbécile heureux, mais parce que je trouve, je me contente de très très petites choses, et puis voilà, je pense que le bonheur, c'est ces petits moments infimes qui, peut-être mis à la suite, font que on tient le coup, quoi. Mais voilà, moi je me réjouis de sortir, de voir la montagne au-dessus, l'air sur le visage, et puis voilà, genre imbécile heureux, vraiment. Alors, à l'issue de cette rencontre, j'aimerais vraiment, et du fond du cœur, au nom de tous, vous remercier, Roland Buty, pour ce moment de partage. Carlo, à la demande d'Agone, lui tend le volume 2 des Misérables. Agone se penche alors sur le Victor Hugo qui dégageait une odeur de mousse et de champignons, comme il aurait scruté à l'intérieur d'une anfractuosité mystérieuse. Il est resté captif des exhalaisons de sous-bois. Entièrement absorbé par sa lecture, il n'a plus levé son visage jusque tard dans la nuit. Le halo était presque éblouissant autour de son imposante silhouette. Quand son bras tournait une page d'un coup sec, un éclat plus clair illuminait son visage d'une lueur très spéciale. Je me suis demandé quelle sorte de consolation il pouvait trouver dans le récit des faits, des gestes et des ruminations de M. Madeleine à Montreuil-sur-Mer. Une réponse alors peut-être dans Feu pâle de l'écrivain Vladimir Nabokov, vie éternelle, la véritable question, le thème en contrepoint, rien que ça, pas le texte mais la texture, pas le rêve mais la coïncidence renversée, pas l'absurdité creuse mais un tissu de sens. Roland Buty, merci. Mais de rien, merci à vous. Alors, c'est notre dernier café littéraire. Je ne voudrais pas terminer cette saison particulière, très particulière, sans quelques remerciements à la médiathèque et toute son équipe parce qu'elle nous permet des rencontres essentielles, à la technique menée par Monsieur Jacques Ducé, pour les captations de qualité qui nous ont permis de poursuivre malgré tout, à nos auteurs riches et généreux de leur expérience de vie qu'ils mettent en mots pour nous, et à vous tous, évidemment, fidèles publics, qui donnez tout leur sens à ces rencontres et qui les portez véritablement par votre intérêt. Pour réunir dans un même merci auteurs, public et médiathèque, une dernière leçon d'être, celle du poète Georges Haldas, qui écrit dans Le Don des larmes, « Donner en fin de compte le meilleur de soi-même et puis doucement s'en aller du côté de l'enfance, n'ayant pour seul témoin que le silence. » À tous, merci. Voilà, si vous voulez approcher Monsieur Roland Buty, vous êtes... je ne mords pas. Voilà. C'est dommage, il n'y a pas de possibilité de questions du public, mais voilà, c'est comme ça. Quand vous donniez des citations, monsieur a reconnu, c'était quoi, les lettres de mon moulin avec Fernandel? Oui, ça c'est la chef de Monsieur Seguin, et puis je ne sais pas, il y avait... C'était en quoi, en film ou quoi? Non, c'était des disques audio, en vinyle j'imagine, mais voilà, et ça, on peut retrouver ça sur Internet, et il les lit, les... Il y avait ça, et il y avait Saint-Exupéry, Le Petit Prince par Gérard Philippe. Hein, c'est dans la même époque, les disques, ça. Sur Internet, donc. Oui, vous tapez chef de Monsieur Seguin, et puis vous avez tout qui sort, oui. Mais il y a aussi le curé de Cucugnan, ça, il lit. Oui, il y avait le... Ouais. Oui. Ah, oui. Vous voyez, ça vous avait la mémoire, elle n'est pas partie. Ah non, c'est les premières choses qu'on entend. Puis moi, d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi, quand je lisais moi, il n'y avait pas cet accent. L'atmosphère, elle est différente. Ah ouais. Alors, ouais. C'est un acteur qui a un peu disparu, hein, Fernandel. En ce moment, j'en fais des locations ici. C'est vrai? Ah oui. Ah bon? Même si c'est des trucs qu'on a vus, on a toujours du plaisir. Ce parfum, cette atmosphère, cette vie. Oui, il y a une nostalgie. Hein. Ah oui. Ouais. Je le vis même pas avec nostalgie, je le vis avec bonheur. Ouais. C'est de la répétition bonheur. Oui, ça c'est fascinant. Hein. On peut voir les mêmes films, les mêmes choses 5-6 fois. C'est comme les Don Camillo, on les a vus X fois, mais on
Voilà. Et même si c'est pas bon, on s'en fiche. Hein, c'est ça, c'est fascinant. Ouais. Alors en fait, c'est des producteurs de cinéma qui prennent contact directement avec la maison d'édition, en fait. Et puis ensuite, la maison d'édition m'a téléphoné. Ben, y avait deux compagnies qui étaient intéressées pour faire le film. Et puis, elle me dit, bon là, ils proposent d'acheter les droits pour le film, est-ce que tu es d'accord? Et puis j'ai dit, on est quand même surpris, ouais, un film, ok, de toute façon, il y a beaucoup de chances que ça ne se fasse pas, ok. Parce que c'est très compliqué. En fait, le film, il coûte 3,5 millions. Donc, en fait, ils achètent les droits, mais ils les réservent, en fait, en payant une petite somme chaque année pour avoir l'exclusivité des droits pendant qu'ils essayent de trouver l'argent. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé l'argent, que le film va se faire, mais c'était 3 ans plus tard, ben là, ils achètent vraiment des droits. Mais ils les réservent, en fait, pour pas qu'ils commencent des démarches, du travail, de l'argent, puis que quelqu'un d'autre a la même idée, puis que d'un coup, ils sont en concurrence sur le même sujet. Donc, mais alors, là, j'ai découvert que le cinéma, c'est un monde compliqué. Hein. C'est quand même là... Vous avez été déçu par la réalisation, mais vous avez trouvé que c'était assez proche de ce que vous vouliez? J'ai passé par tous les stades. Au début, quand j'ai vu la première fois, j'étais un peu sidéré, parce que, vous voyez, j'imaginais pas, par exemple, parce que c'était aussi une histoire de famille, le milieu de l'horizon. Donc c'est clair que la femme, que moi j'appelais Tante Lucie, de voir Laetitia Casta, c'est quand même, d'un coup, on se dit, c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais tout était comme ça. Puis après, je l'ai vu 5-6 fois maintenant, parce qu'il va dans les écoles un peu, puis parfois je suis là. Et maintenant, je commence à l'accepter et trouver que c'est pas si mauvais. Parce qu'il faut se dire, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et il y a des bonnes idées. Voilà. Et il y a tellement de contraintes à tous les moments du film. Au moment du financement, les télévisions disent on veut ci, on veut ça. Les acteurs disent on fait ci, on fait ça. Sur le tournage, ils prennent des décisions. Les décors, il n'y a pas de colombe, c'est pas possible, il n'y a pas de chien, c'est pas possible. Donc sur le moment, ils décident de changer le scénario et tout. Donc en fait, au final, le producteur m'a dit, mais tu vois Roland, le miracle, c'est qu'il y a parfois des bons films. Il y a tellement de contraintes que... Merci beaucoup. Mais merci à vous d'être venus. À une autre.